Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous. Il était une fois un livre retrouve cette semaine Jean-Louis Lozac-Meur pour parler autour de son livre Bon baiser de Néron, édité chez Edilivre, et puis pour parler aussi un petit peu de toute cette période antique fascinante mais non moins violente. Donc, bonjour Jean-Louis Lozac-Meur. Bonjour. Donc depuis le début de la semaine, c'est vrai qu'à travers les anecdotes ou à travers les personnages que vous avez pu nous présenter, on a pu quand même constater que c'était une période qui était au niveau du pouvoir très violente, mais également pour les citoyens, c'est aussi les esclaves, et on a donc parlé de Sénèque, notamment, qui a dû se suicider et oui. Ça a été très compliqué pour lui de se suicider, peut-être parce qu'il était stoïcien et qu'il avait peut-être beaucoup théorisé sur la mort. Du coup, la mort ne voulait pas de lui. Mais vous avez évoqué également le suicide de Socrate, oui. Qui a été aussi très romanesque. Alors Socrate, on retourne cette fois-ci en Grèce. Et donc, Socrate a été accusé de corrompre la jeunesse à Athènes. Donc, mis en prison. Et le menu était un peu différent en fait pour mourir, puisque il était condamné à boire la ciguë. Donc, c'est un poison qui marche assez lentement en fait, et qui engourdit le corps jusqu'à l'arrêt du cœur. Et dans un dialogue de Platon, on raconte cette mort de Socrate, où Socrate dit « Tiens, mes pieds s'engourdissent, mes jambes s'engourdissent ». Il discute avec les disciples qui sont autour de lui, qui pleurent et qui le regrettent déjà. Et la scène dure assez longtemps. Donc on a un récit très circonstancié de la mort de Socrate. Mais c'est pareil pour Sénèque. On a Tite-Live qui raconte la scène, un autre auteur, Suétone aussi. Donc voilà, c'est des scènes qui sont commentées parce que on considère que ces hommes qui étaient célèbres deviennent d'une quelque manière des exemples, alors des bons ou des mauvais exemples. Hein. Dans le cas de Sénèque, le bon exemple, c'est qu'effectivement, il était stoïcien, il était stoïque jusqu'au bout, donc ça, c'est plutôt positif. Que Socrate a été digne jusqu'au bout, voilà, c'est quelque chose qui est raconté. Mais si on parle de la mort de Néron, on lui rapporte une phrase célèbre, très déçu d'être obligé de se suicider, qu'il dit « Ah, quel artiste périt avec moi !» C'est sa dernière phrase. Donc il était toujours persuadé que finalement c'était un poète... Du grand gâchis pour l'Empire. Voilà, donc il considère que c'est vraiment quelque chose qui va manquer à l'humanité, son génie, sa science, c'est une grande perte. En tant que gladiateur, de conducteur de char ou de poète. Donc voilà, les récits des morts sont toujours un peu, je dis pas enjolivés, mais un peu transformés pour donner du sens. Oui, ils sont exemplaires, à bon titre ou à mauvais titre. Et à la fois pour Sénèque qui a longtemps théorisé sur la mort, c'était aussi peut-être une manière pour lui de dire qu'il était fidèle jusqu'au bout à ses principes. Oui, je pense que on voulait le vérifier, et donc il y avait quand même des témoins. On pense que les témoignages lui sont de toute façon favorables, mais je pense qu'il n'avait pas le choix. Il était pour l'époque assez âgé, je crois qu'il avait 63 ans ou 64 ans, il avait pris sa retraite. Alors, sa retraite, c'est pas une retraite miséreuse, hein. Il a une immense propriété assez loin de Rome, donc il vit dans un luxe relativement incroyable. Mais prendre sa retraite, c'était aussi accepter de ne plus participer à la vie politique. Et pour un Romain, c'est une première mort, en fait. S'exclure du jeu politique. Bon, il avait des compensations par l'écriture, mais c'était un choix difficile. Je pense aussi que ça devenait dangereux pour lui, puisqu'il sentait bien que Néron montait au pouvoir et qu'il avait intérêt à s'écarter. Il se connaissait trop depuis longtemps. Il avait été son professeur, il l'avait conseillé pendant pas mal de temps, et surtout Néron commençait aussi à réaliser que Sénèque était plus riche que l'empereur, donc ça commençait à poser quelques problèmes.
Mais il y avait déjà une première mort. Pour un citoyen romain, c'est l'exil, c'est-à-dire que je n'ai plus le droit de participer à la vie politique. Et ça, c'est une mort civile. C'est une première mort, en fait. Mais celle-ci, elle était décidée, elle était volontaire. Là, c'est Sénèque qui a voulu effectivement quitter. Qui a voulu quitter Rome. S'extraire de Rome, c'est s'extraire de toute une vie, de relations, d'affaires, de bruit qui court, quitter tout ce qui fait en fait la vie d'un citoyen romain. Donc c'est très surprenant parce que du coup on se dit mais s'il ne participe plus à la vie politique, en quoi est-ce qu'il va être encore un gêneur pour l'empereur? Là, à partir du moment où il est en retraite, où il fait ses longueurs, ses longueurs tous les jours, enfin, il n'avait plus lieu de le suicider finalement. Alors c'est un peu le prétexte de Néron, hein, c'est dit dans le dialogue. Néron lui dit bien que comme il était depuis très longtemps proche du pouvoir, ou proche des nobles romains, il devait certainement être au courant de ce qui se passait. Ça, c'est l'accusation. Est-ce qu'il connaissait bien Pison et les participants au complot? Certainement, parce qu'il connaissait certainement beaucoup de monde. Maintenant, est-ce qu'il a participé vraiment au complot? Ça, c'est un petit peu difficile à savoir. Il devait être au courant. Même loin de Rome, je pense qu'il devait être au courant. Maintenant, de savoir s'il voulait vraiment qu'on élimine Néron, ça c'est une question difficile à poser. Il faut savoir quand même que Sénèque, même en bon philosophe stoïcien, avait quand même aidé Néron à se débarrasser de sa mère Agrippine. Hein, il faisait partie du projet, donc il n'y était pas du tout opposé. Bon, la mère de Néron étant ce qu'elle était très autoritaire, je pense que peut-être que Sénèque ne voulait pas se mettre à dos Néron en le contrariant, mais en tout cas, c'est un prétexte que Néron prend hein, pour accuser Sénèque, pour le relier au complot, ou tout du moins pour ne pas l'avoir averti. Mais de toute façon, Néron fait absolument ce qu'il veut. Hein. Oui, donc il essaye juste de sauver un petit peu la face en trouvant des arguments et en trouvant des preuves de la culpabilité de Sénèque, mais alors qu'il y a une double lecture, on peut effectivement, comme vous dites, il était peut-être au courant. Maintenant, c'est pas parce qu'on est au courant qu'on cautionne, donc il aurait pu bénéficier du doute aussi. Oui, alors c'est ce que dit Sénèque à un moment, parce qu'il parle de procès. Et ce qui fait rire Néron, parce qu'il dit la justice c'est moi, donc il n'y a pas besoin de procès, on ne va pas s'embêter d'un procès. Je décide que il y a un délai de 3 mois pour que tu te suicides, et voilà, c'est le plein pouvoir, pas besoin de passer devant un tribunal. Bon, c'est vrai que depuis l'arrivée du premier empereur Auguste au pouvoir, les empereurs décident de tout. Donc même s'il y a encore des tribunaux, pour des affaires assez communes, dans ce genre de cas, surtout pour un complot d'État, l'empereur ne va pas hésiter, il va faire le vide parmi les comploteurs. Ouais, il a droit de vie et de mort sur tout le monde en fait. Oui. Quoi. C'est l'empereur. Alors, c'est vrai que comme je le disais en début de semaine, tout ça est écrit sous la forme d'une pièce de théâtre. Donc ça se lit bien parce que c'est très vivant, même si au bout du compte il y a le suicide de Sénèque. Mais vraiment, vous avez un style c'est le pédagogue qui écrit les livres. Parce qu'on a vraiment un sentiment de transmission, comme si c'était dans votre nature que de transmettre, d'expliquer, d'enseigner. Oui, c'est vrai que je suis enseignant, mais j'ai une passion pour l'Antiquité aussi. Et, les personnages me fascinaient. Néron, parce que je trouve qu'il est quand même une espèce de prototype d'empereur qui glisse vers la folie. Mais avant lui, il y avait déjà eu Tibère Caligula, donc chez les Césars, c'est pas le premier. Hein. Mais lui, ça prend vraiment des proportions complètement démesurées. Transmettre, se plonger un peu dans l'Antiquité, je trouve ça important parce que je pense que ça peut nous donner des leçons plus modernes. Malheureusement, si on suit l'actualité, on voit bien que certains dirigeants ont aussi des soucis avec le pouvoir qu'on leur a remis
Et malheureusement, notamment dans l'histoire du XXe siècle, je trouve que on a eu des dérives épouvantables, que ce soit par le nazisme ou le communisme. Donc, je pense à ces dirigeants à qui on confie toutes les clés du pouvoir et qui finissent par produire des cruautés abominables. De toute façon, c'est, le présent n'est qu'un produit du passé, quelque part. Donc, je pense qu'effectivement, on ne peut connaître notre présent que si on a des notions de notre passé. Et aussi lointain est-il, parce que c'est vrai que l'Antiquité, ça peut nous paraître très très loin. Et à la fois, quand on lit votre livre, on n'a pas du tout l'impression... il peut se lire vraiment comme une pièce de théâtre actuelle. Alors certes, les personnages s'appellent Sénèque, s'appellent Tigelin, ce sont des personnages historiques de l'Antiquité. Mais voilà, votre style est très actuel, votre façon de faire parler vos personnages est très actuelle. Donc on peut vraiment le lire comme un roman, enfin, ou une pièce de théâtre actuelle, quoi. Même si les personnages sont antiques. Donc, même s'il y a des lecteurs qui pourraient se dire « Ah non, moi, l'Antiquité, ça ne me parle pas. Moi, l'Antiquité, c'est trop loin de moi. » Ou votre style est vraiment très accessible. Apprivoiser l'Antiquité aussi. Et puis, essayer d'avoir une écriture assez fluide. J'ai pas du tout envie d'avoir une écriture un peu élitiste ou difficile d'accès. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup aussi sur la présentation des personnages, ce qui sont avant, ce qui deviennent après. Donc ça permet un peu de contextualiser l'histoire, ce qui me semble important. Après, c'est aussi un dialogue. Alors si un jour il y a des gens qui veulent jouer ce dialogue, ça ne me dérange pas du tout non plus. Oui, voilà, c'est la forme que je trouve plaisant. fluide, mais c'est vrai que je suis intéressé de voir ce que ça donnerait avec des comédiens. Mais moi, pour l'instant, je suis juste sur le ou les textes que j'ai faits sous cette forme-là. Si un jour ça peut apparaître, je trouve ça très bien. Ouais. Mais bon, les auditeurs ou les lecteurs qui ne sont pas forcément des amateurs de l'Antiquité, il ne faut pas du tout être rebuté par le thème. Ça se lit vraiment de manière très fluide, comme vous dites, dans un style très actuel et... faut juste se dire que voilà, les personnages ont des noms historiques, des noms d'empereurs romains, certes, mais vraiment, j'ai trouvé que ce livre se lisait vraiment avec beaucoup de plaisir. Je pense qu'on a l'impression que vous avez quand même eu du plaisir à l'écrire. Oui, je pense que si on pense il y a toujours des difficultés dans l'écriture, mais oui, il y a du plaisir à l'écrire. Et c'est ça, faire un livre, c'est transmettre. Je ne l'écris pas pour moi. C'est ça. C'est vraiment une proposition d'entrer dans un univers. Là, c'est dans l'univers antique, avec des personnages en particulier. Je pensais à l'opposition entre le sage, le philosophe, le sage, et puis l'empereur, plein de pouvoir, et bientôt de folie. Je pense qu'on peut relier ça, oui. Dans l'histoire, je pense toujours au XXe siècle, on a vraiment eu des personnages qui étaient... Qui se sont peut-être inspirés de ces... Oui, c'est possible. C'est possible. En tout cas, le pouvoir absolu, c'est dangereux. Oui. Là, vous le démontrez bien, parce que c'est vrai que même si on a parlé, on a étoffé un petit peu et qu'on a parlé du livre, mais le lire, c'est encore autre chose, parce que voilà, il y a le style et quand on lit cette fabrique du pouvoir absolu, cette mise en place de la mégalomanie d'un empereur, à la lecture du livre, on sent bien que ça monte, quoi. Ça monte en puissance, quoi. Il y a l'empereur lui-même, c'est un peu compliqué, le fonctionnement de l'Empire romain. Depuis Auguste, l'administration impériale marche très très bien. Les institutions marchent bien, les gouvernements des provinces se font très bien. Je rappelle que l'Empire romain, ça va du nord de l'Angleterre, à la limite l'Écosse n'a jamais été envahie par les Anglais, trop dangereux les Écossais, de l'Écosse jusqu'en Égypte. Donc c'est un empire qui est immense, qui fournit beaucoup de richesses à Rome. Rome s'est beaucoup enrichie, pour ce qui a permis à
à Néron d'entamer des travaux à la palais, la Maison d'Or, la Maison Dorée, un colosse de 25 mètres qu'il représente, qui a donné son nom au Colisée, hein, une statue phénoménale. Donc il y a toute cette affluence de richesse, et puis à un moment, la crise politique va venir aussi la crise économique, c'est que l'empereur a trop dépensé. Donc ça n'empêche pas que l'Empire fonctionne bien, il n'y a pas besoin de l'empereur partout. Les gouverneurs qui sont en place, les légions qui occupent le terrain, ça fonctionne plutôt bien, tant qu'ils sont payés. Il y a des bons relais, quoi. Il y a des bons relais. Mais après Néron, la même année, il y aura 5 empereurs à Rome. Il y a un empereur, Galba, qui prend le pouvoir, mais il n'a pas assez d'argent pour payer les légionnaires, donc il est exécuté. Othon, qui vient d'Espagne, lui, prend le pouvoir, mais il n'a pas assez d'argent pour payer ses soldats, donc il est exécuté. La même année, 69. Vitellius, pareil, il prend le pouvoir, mais il est aussi exécuté. Et donc, il n'y a que l'empereur Vespasien qui arrive à prendre le pouvoir, parce qu'il a une idée géniale pour enflouer les caisses de l'État, c'est de créer ce qu'on appelle les Vespasiennes, c'est-à-dire les latrines. Donc, il crée les toilettes publiques partout dans l'Empire romain. Et pour quelques petites pièces, quelques as, on peut aller à ces toilettes. Il y a des esclaves qui reçoivent. Et sa devise, c'était « l'argent n'a pas d'odeur ». Donc c'est comme ça, c'est grâce à Vespasien qu'on va retrouver de l'argent et remonter l'Empire romain, ou surtout redonner du pouvoir à l'empereur. Donc trop de dépenses du côté de Néron. Donc le système faisait qu'il fallait l'éliminer parce que c'était plus possible pour Rome. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que tout s'effondre autour. L'Empire romain fonctionne bien. On va récupérer les richesses qu'on fait arriver à Rome. Je rappelle aussi qu'à l'époque, la route de la soie existait et que les riches romaines, elles pouvaient même acheter de la soie, qui venait de Chine. Il faut imaginer quand même que c'est un système commercial très, très complexe. Donc on prend du vin chez les Gaulois, de l'huile d'olive chez les Grecs, du blé en Sicile, du blé en Égypte. Non, Rome va bien, sauf si on dépense trop, ce qui a été le cas avec Néron. Donc, ce qui va causer sa perte. Donc en fait, c'est comme s'il y avait un instinct de survie de l'Empire, qui, quel que soit celui qui est à sa tête, l'Empire, lui, continue, et il faut juste changer celui qui est à la tête, quoi. Alors ça va marcher jusqu'au IVe siècle, mais c'est toujours le même problème. Le Danube, le Rhin, ils sont gardés par des légions romaines, mais quand ils sont plus payés, que font les légionnaires ? Ils prennent leur sac et ils s'en vont. Et donc la frontière est libre d'accès. Elle devient poreuse. Elle est libre d'accès pour les invasions barbares. Donc le maintien de l'Empire romain, c'est pas seulement des structures aussi, c'est aussi simplement des flux financiers. S'il n'y a plus d'argent, eh bien tout s'effondre. C'est ce qui est arrivé au IVe siècle, puisque bien, les Germains ont poussé, les tribus qui venaient plus de l'Est ont trouvé un empire romain sans défense, puisque le Rhin était libre, le Danube était libre. D'où la chute de Rome par la suite. Donc cet aspect financier, il n'est pas négligeable, mais c'est souvent lié à des luttes entre des différents personnages historiques qui veulent le titre d'empereur. Donc des luttes, des guerres civiles aussi, qui vont affaiblir progressivement. Je pense à Néron. Néron, c'était un personnage qui avait dépensé trop d'argent, c'était son erreur principale. Après, comme administrateur, certains historiens disent qu'il n'était pas mauvais, mais oui, sans doute. Voilà. Moi, je voulais insister plus sur le côté tragique de cette violence. J'ai mis une citation au début du livre d'un auteur grec qui s'appelle Échille, et qui parle d'Agamemnon, le chef des Grecs dans l'Odyssée. Il s'est dit la violence engendre la violence. Et c'est vraiment, pour moi, une espèce de serpent qui se mord la queue. Et puis, il n'y a pas moyen de sortir de ce cycle de violence. Alors, ça va se passer dans l'Empire romain avec Vespasien, déjà, ça va calmer un petit peu toute cette chute successive d'empereurs mégalomanes. Il y aura je pense que l'empereur qui régnait plus longtemps, c'est Auguste, donc c'était un bon départ. Et après, c'est parti un peu. Après, c'est délicat. Ce qui n'empêche que l'Empire romain a pu se maintenir jusqu'au moment où on n'a pas le moyen de maintenir les légions aux frontières et de protéger l'Empire. Donc après, histoire d'empereurs, il y a eu des empereurs qui ont duré, qui ont été remarquables. Marc Aurèle, Constantin, il y avait d'autres empereurs
qui ont bien maintenu l'Empire romain. Et puis qui sont passés à la postérité, parce que ceux-là, on les connaît un petit peu quand même. C'est vrai. Et puis il y a d'autres qui n'ont pas régné longtemps. Certains, c'était 1 mois, 2 mois. Bon, eh bien écoutez, après cet exposé presque exhaustif quand même, hein, de l'Antiquité, on va se quitter et puis on se retrouve demain. Jean-Louis Lozac meurt, bon baiser de Néron. Tout le monde sait bien que les femmes ne sont pas si innocentes qu'elles le prétendent quand il s'agit de s'immiscer dans les affaires d'État. Ma mère en était un parfait exemple. C'est pourquoi il est bon que tu nourrisses la prudence de l'éloignement et que tu entretiennes cet amour qui nous unit. J'ai vraiment besoin de toi, ma chérie, et ton rôle est plus important que tu ne le penses. Mais n'étalons pas notre intimité devant notre vieux maître qui reste fidèlement attaché à la coutume des ancêtres. Le couple moderne, c'est autre chose. De toute façon, Sénèque est, si j'ose dire, sur le point de nous quitter. Tu peux profiter de l'occasion pour lui faire tes adieux. Au moins, j'aurai eu le plaisir de jouir du spectacle de ta resplendissante beauté, Popée. Je ne serais pas venue pour rien. Quel flatteur, Sénèque, mais je prends le compliment pour ce qu'il est, bien agréable. Des adieux ? Voilà qui est bien son haleine pour saluer Sénèque. D'ailleurs, je trouve, mon chéri, qu'il n'est pas venu depuis longtemps au palais et que nous pourrions l'y garder quelques jours. J'ai toujours plaisir à apprendre toutes ces choses dont il connaît les secrets et tous les mystères du monde qu'il nous dévoile. J'ai bien peur qu'il ne doive nous quitter très bientôt, Popée. Pour ces secrets, il te restera ses livres, dont il te fera parvenir les dernières copies. N'est-ce pas, Sénèque ? Tu le feras pour notre amitié sacrée. Tu le feras pour nous. Bien sûr, Néron. Je ne voudrais pas que tu écornes ma modestie en disant que des mystères du monde s'y trouvent. Mais j'y consens. Ce sera un honneur. Pas de fausse modestie, Sénèque. Il est bon que les femmes utilisent leur curiosité naturelle pour s'instruire. Elles aussi, à leur tour, peuvent transmettre à leurs enfants ces connaissances. J'aurais eu moins besoin de toi, Sénèque, si ma mère avait eu le souci de le faire. Elle avait certes d'autres qualités pour faire son chemin dans la vie, mais la tendresse et l'attention à mon égard n'étaient pas son fort. Si nous avons des garçons, je doute, Néron, que tu me fasses autant confiance que si je dois élever des filles. Si cela doit changer, si je pense que cela doit changer, alors tu auras toute ma confiance, que ce soit des garçons ou des filles. Si l'empereur ne peut rien changer dans ses usages anciens, qui d'autre pourra donc réaliser ces changements ? Il nous faut une ère nouvelle. Commencer par l'éducation de nos enfants me semble judicieux. Il y aura en nos enfants tant de beauté et de talent. Regarde, Popée. Sénèque n'est-elle pas l'incarnation d'une beauté sublime ? Elle est le signe à suivre. N'ai-je pas de mon côté entretenu tous mes talents pour les laisser éclater au service de l'Empire ? Ces temps nouveaux seront remarquables. Les temps anciens seront révolus. Il faut trancher avec le passé. J'exècre toutes ces basses tractations de l'ombre qui ont marqué mes prédécesseurs. Il faut de la lumière, de l'or qui ruisselle, un plein soleil, un éclairage nouveau que je donnerai au monde. Nous allons faire nos adieux à mon vieux maître qui doit nous quitter très bientôt pour rejoindre ses méditations fécondes dans son domaine, paraît-il, enchanteur. Nous n'allons pas abandonner ainsi quelqu'un qui nous est si cher et à qui tu es redevable d'une éducation aussi accomplie que la tienne. Laisse-le profiter de notre palais doré. Il me semble que notre ami souhaite quitter Rome sans délai. Je ne voudrais pas forcer sa main et l'offenser. C'est vrai que c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Sénèque. Mais je sais que ton plaisir le plus cher est bien plus subtil que les nôtres. Cultiver les fleurs les plus odorantes que tu as pu accumuler ta vie durant, malgré les épineuses questions dont tes travaux sont sans cesse touchés. C'est ce jardin chéri des muses que tu veux rejoindre, et tu emporteras avec toi toute notre affection.
Merci, Popée, pour ta délicate invitation, mais Néron me connaît si bien que je n'ai même pas besoin d'argumenter. À mon âge, je peux effectivement louer ta beauté sans risquer de provoquer le moindre soupçon de jalousie. N'est-ce pas, Néron ? Il faut bien que la vieillesse s'accorde quelques sourires parmi les rides qu'elle inscrit sur son visage. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.